Alors bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Aujourd'hui, on est sur un format crossover puisqu'on reçoit Rêve FM, la radio de l'ESSEC. Bonjour. Et sur ce plateau, pour animer, je suis avec Alexandre, mon partenaire, faut le dire. Exactement, bonjour à tous. Bonjour. Et du coup, il y a des gens de l'ESSEC. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu qui va animer, tout ça? On est aujourd'hui très ravis de venir à Grenoble, être invité par Micro-ondes. Donc les Respo Live seront Marie qui est à mes côtés. Oui, c'est moi Marie. Romain qui est à ma gauche. Coucou. Et moi-même qui s'appelle, je m'appelle Louis. Je s'appelle Louis. Qui m'appelle Louis. Et tous les rêveurs ont préparé des chroniques et souhaitent animer ce live à vos côtés. Donc ça sera une chronique à plusieurs voix, donc des chroniques chez nous, des chroniques chez vous et des jeux en commun. Un gros programme chargé qui sera filmé par la technique vidéo côté Étienne et technique vidéo côté Swan. Ouais. Et on remercie Driss à la technique son qui est le chef d'orchestre ce soir. Merci Brice. C'est à nous. Très bien, donc on va commencer avec la première chronique de ce soir, parce que j'ai préparé une chronique sur Grenoble pour faire plaisir à nos hôtes. Donc, bonsoir à toutes et à tous, gémiens, rêveurs, auditeurs, auditrices. Ce soir, je vais vous présenter la belle ville de Grenoble. Je vois déjà des sourires narquois se dessiner sur vos visages. Vous pensez que Grenoble se limite à sa criminalité, à sa pollution? Que nenni. Certes, l'actualité ne semble pas me donner tout à fait raison. Ce matin encore, un article titrait « Il agresse et vole sa voisine. Il est trahi par son odeur. » Je suis pour le moins surprise par ce fait divers. Et tout d'un coup, c'est le flash. Je me rappelle de l'histoire racontée par Thibaut hier soir à Lyon, lors d'un petit concours des plus épiques. Pour vous remettre un peu dans le contexte, Thibaut tentait de retrouver ses parents dans une salle de cinéma alors que le film avait déjà commencé. Suivant son instinct, il s'approche d'une femme qu'il pense être sa mère et veut lui toucher l'épaule pour lui demander gentiment de se décaler. Il se retrouve alors, on ne sait pas tout à fait comment, à lui toucher les seins. Et la femme s'écrie « Ô voleur, on me vole mon sac !» Je passerai rapidement sur la fin de cette histoire où Thibaut se vomit dessus de peur. Mais voilà le lien avec mon fait divers. Peut-être ne s'agit-il finalement que d'un simple malentendu. Le voleur en est-il vraiment un? Car enfin, ça peut arriver à tout le monde, voire même à tous les membres d'une asso sergissoise, d'oublier de prendre un gel douche en voyage. Il me suffit de cliquer sur l'article pour voir que ma théorie n'est évidemment qu'un ramassis de conneries. Mais revenons à nos moutons. Oui, qui dit Grenoble dit froid, qui dit froid dit ski, qui dit ski dit raclette. La raclette, une de mes spécialités montagnardes préférées. Mais où trouver les meilleures raclettes à Grenoble? Google m'indique un premier restaurant, la Fondue. Je crois que Google n'a pas saisi la différence entre raclette et fondue. Et je suis désolée, mais confondre raclette et fondue, c'est quelque chose qui se fait pas. C'est comme confondre un chinois et un japonais juste parce qu'ils ont les yeux bridés. C'est pas bien. Enfin, la seconde option proposée, la ferme à Dédé. Je ne sais pas si je suis beaucoup plus emballée, mais je décide de me pencher sur les commentaires pour me fonder, je dirais, un avis objectif. Sunnagd, je ne sais pas tout à fait comment ça se prononce, écrit « Belle déco rustique, avec des outils anciens, peu de place pour poser les plats et leurs accompagnements. Propreté des sanitaires à revoir. En particulier, la porte d'accès n'est pas très avenante. » Je n'arrive pas très bien à comprendre ce que cela signifie, une porte avenante. Est-ce que c'est une porte qui te dit bonjour, qui te félicite une fois que tu as fini? Peut-être que c'est une porte qui t'encourage. Vraiment, je ne sais pas. Donc je passe au commentaire suivant. À recommander uniquement aux personnes que vous n'aimez pas. Louis O'Donnell, tu m'as dit que tu voulais faire une raclette récemment, non? Joyeux anniversaire. J'ai l'impression d'avoir tout tenté pour défendre cette belle ville de Grenoble. J'ai regardé les faits divers, je me suis intéressée à la bouffe et rien n'y fait. Mais je ne vais pas jeter l'éponge aussi facilement. Il reste une chose dont je n'ai pas parlé, ou plutôt une école. Grenoble École de Management. Ou plutôt Grenoble EM. Ou plutôt GEM. Ou plutôt le GEM pour les connaisseurs. Mais pourquoi pas la GEM? Parce que le mot école, les gars, c'est quand même un mot qui est féminin. Et aussi parce qu'apparemment, c'est très à la mode de changer son nom d'école de commerce, n'est-ce pas? ESCP Business School. Plusieurs propositions me viennent à l'esprit. The GEM, ou bien GBS, Grenoble Business School, ISB, Isère School of Business, GHB. Simon, est-ce qu'on a le droit de prendre des drogues pendant le live?
Pardon. Pour finir cette chronique et surtout pour vous convaincre que Grenoble est une ville à visiter au moins une fois dans sa vie, je vais finir avec une citation de Stendhal, bien connue des Grenoblois. Au bout de chaque rue, une montagne. Merci beaucoup Marie pour cette belle présentation de Grenoble, de Gemme, une ville où on a envie d'habiter, ne serait-ce que la ville la plus polluée de France, bien que ce soit les écologistes qui soient à la tête de la ville. Mais après tout, on est aujourd'hui dans une démocratie, donc il y a un droit de réponse pour nos chers Grenoblois. Donc c'est à vous, Gaspard. À toi la parole. Donc, je vais vous présenter ma chronique sur Cergy. Ma chronique bienveillante, évidemment. C'est de bonne guerre, c'est normal. Voir Cergy et mourir. Ça se comprend. Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous recevons aujourd'hui les jeunes cadres dynamiques de demain, l'élite de notre grande nation, ceux qui plus tard donneront des ordres aux paysans que nous sommes. J'ai nommé les Esséquois, néologisme infâme trouvé cette semaine en plein cours d'Excel. Mais avant de commencer, félicitations. Le BBA ESSEC est premier au classement des écoles de commerce post-bac de France. C'est une performance incroyable. Vous devriez être fiers de cet achèvement, d'autant que c'est l'ESSEC qui est à l'origine de ces parcours, disons, alternatifs, proposés par les grandes écoles de commerce. Que vous récoltiez aujourd'hui le fruit de vos efforts est totalement mérité. Étudiant à Grenoble et en payant le prix tous les jours, je me sens indigne de parler de Cergy, élue ville la plus dynamique de France en 2017 par le très respecté Figaro. Oui, vous m'avez bien entendu, la ville la plus dynamique de France. Alors je doute que parmi nos auditeurs analphabètes et irréguliers, certains ont eu les notes nécessaires pour y passer leurs euros, mais honnêtement, vous n'avez rien manqué. Peuplée par 63 000 habitants, Cergy fait partie de ces villes nouvelles, sans cachet, ayant pour seul atout charme 3 fleurs au concours des villes fleuries. Située à 25 km de Paris, enfin un vol d'oiseau, comptez 50 minutes de transport en commun, de RERA plus précisément, pour rejoindre la capitale lorsque le pays n'est pas en grève. Cergy est à Paris ce qu'un étudiant d'intégral est à l'EM Normandie, une grande douleur. Heureusement, à Cergy, il y a 2 institutions incontournables, l'ESSEC et le City Rock. On ne présente plus l'ESSEC, et je ne voudrais pas me perdre en superlatifs. Le City Rock, néanmoins, souffre d'un déficit de popularité en dehors du Val d'Oise. Pourtant, lorsque le bar éminemment progressiste et moderne de l'école, le Foy's, est fermé, il est le lieu de rendez-vous incontournable et, disons-le, le seul des Esséquois. Ne ratez surtout pas l'événement de jeudi prochain, intitulé « La Grande Dinguerie », et laissez-vous tenter par une nuit sans limite. Cela ne tiendra sûrement pas la comparaison avec la soirée Shanganiken ou Abu Dhabinch, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Chers amis, peu importe votre humour douteux, votre ville claquée, vos étudiants sointant l'arrogance, on a exactement les mêmes problèmes. Bienvenue à Grenoble. Merci beaucoup pour cette belle présentation de Cergy. On ne peut contredire, hélas, aucun des aspects qui a été présenté. Mais un live, c'est pas uniquement un clash sur de là où on vient, c'est aussi des jeux parfois très amusants. Et Enzo, on a préparé un très beau pour nous. Est-ce qu'on se touche le sexe? Non. Non, alors moi je vous ai préparé un petit jeu, ouais. En gros, ce qui va se passer, c'est que on va poser des questions de culture générale un peu à nos invités de l'ESSEC. Et ce qui va se passer, c'est que s'ils réussissent à répondre, ils auront gagné. Et s'ils réussissent pas à répondre, on fera gagner un cadeau à un auditeur. Donc ça peut être une chouffe au Starcaf ou un ticket de tombola. Mais qu'est-ce que le Starcaf, Enzo? Alors le Starcaf, pour expliquer, c'est le bar qui est en face de l'école, qui est tenu par Jeff du Starcaf, et qui est plutôt très populaire auprès des Gémiens. Et du coup, le City Rock, j'avais pas la référence. Qu'est-ce que c'est le City Rock? Une boîte de merde. Et la seule boîte de Cergy. Ok. Oui. Nice. Vas-y Enzo, du coup, première question. Ouais, du coup, il y a plusieurs questions. Il y en a des plus ou moins difficiles et intelligentes. La première est assez difficile. Donc, c'est une biathlète française née le 4 juillet à Albertville et qui fait ses études à l'université de Grenoble-Alpes. Elle a signé sa première victoire en 2017 sur la Mastart du Grand Bornand. C'est plutôt une bonne skieuse et une mauvaise tireuse. Je ne sais pas si vous connaissez le biathlon, c'est un sport d'hiver. Et donc, vous devez deviner qui c'est. Rêveur, on vous parle. Si vous avez des questions, je peux y On a répondre. besoin de backup là. Combien de questions? On a besoin d'un le droit.
Ils ont droit à autant de questions qu'ils veulent, mais je leur laisse, disons, 2 minutes. Ok, c'est parti, top chrono. C'est quoi son prénom? Est-ce qu'elle s'appelle Julie? Alors, elle s'appelle pas Julie, mais Pauline. elle s'appelle pas Pauline. Est-ce qu'elle est jolie? Moi, je la trouve mignonne. Après, on n'est pas tout d'accord là-dessus. Subjectif. Est-ce qu'elle est blanche? Elle est blanche. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes Ouais, noirs au biathlon, ouais. à vrai dire. On le regrette. Vous savez pas tout. Hein. Après, on m'a dit Julie. Le prénom commence par J-U également. Juliette. Non, ce n'est pas Juliette. Justine. Justine, c'est ça. On a Justine. Moi je l'ai. C'est Justine Cabon. Non, pas du tout. Est-ce qu'on pourrait avoir la première lettre de son nom de famille? Oui, c'est un B. Quel âge elle a? Quel âge elle a? Elle a 23 ans. Est-ce que c'est utile? Ça ne nous aide pas du tout. Ah mais oui, si elle a 23 ans, c'est forcément Juliette. Bah non. Juliette Bach. C'est bon. Non, c'est pas Bach. Il y a 7 lettres dans son nom de famille. Je sais Est-ce pas si qu'on ça peut- vous aide. Non, je l'ai pas. Est-ce qu'on peut tricher? Ce Qu'est-ce serait qui pas se très passe, sympa qu'est-ce qui se pour les passe s'ils auditeurs. trouvent pas? S'ils trouvent pas, on fait gagner un cadeau à nos auditeurs. Ah non, ça serait dommage qu'on trouve pas. Volontairement, nous n'allons pas trouver parce qu'on est des hommes de la générosité. Ah, vous êtes Ouais, vraiment très sympa. d'accord. Bon, merci les secs. C'est beau. Un premier applaudissement spontané, s'il vous plaît. Et donc, Quelle spontanéité. la réponse, je vais laisser Alex donner la réponse vu qu'il a trouvé. Bah non, faut laisser aux auditeurs. Ah, Ouais, c'est l'auditeur qui trouve qui gagne une chouffe ou un ticket de tombola. ah non, c'est pas l'auditeur qui trouve, c'est au hasard. Bon, bah, du coup, la réponse c'était Justine Brezaz. Évidemment. Donc voilà, là, vous penserez à moi la prochaine fois que vous regarderez le biathlon féminin. Sur l'équipe 21, c'est ça? Oui, exactement. Sponsor s'ils nous entendent. Bientôt les championnats du monde. On espère. Merci beaucoup Gaspard. Sur un jeu Alors, qui va se mauvais prénom. Alors, c'était marqué Enzo sur mon téléphone et c'est ce que j'ai dit. Voilà. Merci beaucoup Pas Enzo grave, sur un c'est jeu bien. qui va se poursuivre toute la soirée, je crois. Voilà, on se Et je retrouvera vais- plus tard. Laisser la parole à Louis pour une revue de films, je crois. Oui, je vais vous faire une chronique un peu sérieuse, une fois n'est pas coutume, sur le film 1917 de Sam Mendes. Donc avant tout, de quoi traite ce film? Le titre est si mystérieux. Que s'est-il passé d'important en 1917? Pas pratique ça. Une guerre peut-être? La Seconde Guerre mondiale? Ou la guerre civile américaine? Qui sait? Intrigué par tant d'inconnus, je décide de me rendre au cinéma de Cergy Le Haut, en compagnie de Pierre Batteux, pour épancher ma soif de savoir. En réalité, le titre de ce film est très explicite. Il traite bel et bien de la Première Guerre mondiale. Il raconte la palpitante aventure de 2 soldats, Schofield et Blake, traversant les lignes ennemies pour sauver le 7e régiment du colonel machin chose d'une mort certaine. Vous raconter ce film n'aurait pas grand intérêt, à part vous priver d'un spectacle et d'un suspense exceptionnel, ainsi que d'un chef-d'œuvre cinématographique. J'ignore si c'est la mise en scène prompte à susciter l'émotion, un jeu d'acteur capable de vous tirer une larme à chaque seconde, ou la volonté du réalisateur d'analyser avec une réalité frappante la vie des soldats dans les tranchées, soumis quotidiennement au froid, à la faim, aux rats, aux privations, à l'odeur de putréfaction et à la vue des corps décharnés de leurs camarades tombés au champ d'honneur qui m'ont fait apprécier ce film. En regardant ce film, on comprend d'autant plus la volonté des pacifistes contemporains de la montée du fascisme des années 30, tels que le président du Conseil français Daladier ou le vicomte Halifax, d'éviter à tout prix un bain de sang avec l'Allemagne. Aujourd'hui, loin d'avoir la prétention d'écrire une critique cinématographique pertinente, ce dont je suis absolument incapable, je souhaite vous parler de mon ressenti face à ce film. Pourquoi 1917, portant sur la Première Guerre mondiale, destiné à raviver la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans une guerre créée de toutes pièces par les élites politiques, financières et militaires de l'Europe pour renverser les équipes de puissance, m'a-t-il autant marqué, moi, un jeune étudiant vivant la fast life? Ces dernières années, la génération Y ou X, enfin peu importe, notre génération est confrontée à une situation légèrement catastrophique. La crise des migrants, le creusement des inégalités sociales, la montée du populisme, une élite de plus en plus détachée, bref, une situation qui ressemble de très près à celle des années 1970. La division et la haine sont de mise entre les peuples, entre les ethnies, entre les classes sociales et même entre les écoles. Mon but n'est pas de vous déprimer ce soir, jour de mon 22e anniversaire, mais plutôt de vous encourager à aller voir 1917 pour que vous réalisiez à votre tour l'importance des liens entre nous, la génération galère. Les liens qui unissent les étudiants de l'ESSEC et de GEM doivent être aussi forts que ceux qui unissent Blake et Schofield en 1917. Car, qui sait, peut-être qu'un jour aussi, nous nous retrouverons dans les tranchées. Faisons mentir Mediapart. Oui, nous sommes des gros beaufs condescendants et alcooliques, enfants de bourgeois. Mais on peut aussi être des étudiants responsables, tolérants et engagés, capables d'utiliser l'opportunité que la vie nous a offerte pour aider ceux qui n'ont pas eu autant de chance que nous. Ainsi, en réalité, j'avais raison. 1917 est bien un titre mystérieux, dont la signification est bien plus profonde qu'il n'y paraît. On ne traite pas de la Grande Guerre, mais de la mémoire des liens fraternels entre les membres d'une même génération. J'espère ne pas avoir jeté un froid. Longue vie à l'alliance entre GEM et l'ESSEC.
Merci pour cette chronique qui bombarde comme la grosse Bertha. On passe maintenant à la deuxième question. Seconde question, pour gagner donc un ticket de tombola ou une chouffe, on décidera ça après. Et celle-là est beaucoup plus facile. Je vais essayer de vous faire deviner le nom d'un plat, un plat connu, donc qui a été inventé dans le canton de Valais en Suisse par des bergers et qui à l'origine portait le nom de fromage rôti. Donc à votre avis, qu'est-ce que c'est? Exactement, voilà, c'est gagné. Ouais. C'est un fromage, ça. C'est un fromage, ouais. Le Babybel. Le Kiri. Non, mais vous rapprochez là. La vache Kiri. Tartiflette. Non. C'est un plat qui est... Voilà, la raclette, c'est gagné. Oh. C'est gagné. Un gros cher pour les auditeurs. Voilà, vous aurez pas mes tickets de tombola, bien fait. Et du coup, le film 1917, j'ai une petite question. Enfin, tu l'as vu du coup. Et est-ce que tu avais vu Dunkerque aussi? T'avais pas vu Dunkerque? Ah mince. Je vous demandais par rapport à Dunkerque ce que ça donnait. Lui, il a vu Dunkerque. T'as pas vu 1917? On enchaîne Du coup, avec... là, je vais laisser la parole à Lucas. Non, pas du tout. Pas à Lucas. Lucas, tu peux manger. Oui, Romain, j'arriverai jamais à dire ton prénom. J'espère qu'à la fin de l'année, je saurai comment tu t'appelles. Surtout qu'on est dans la même asso. À Romain et Louis qui nous ont préparé une chronique ensemble. Alors, ensemble, je sais pas vraiment. On a préparé une chronique à deux. C'est subtil. On a décidé de se poser des questions que personne se pose. Pour l'anecdote, dans le train, j'ai répondu à une qui est assez importante, qui est comment un œuf se forme dans une poule. Et depuis que j'ai la réponse, je me porte assez différemment. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous éclairer sur d'autres choses. On a décidé donc d'un peu explorer tous les inconnus que la Terre nous offre. Et notamment des effets de mode qui ont un jour, plus tôt ou plus tard, marqué l'humanité. En laissant une marque indélébile sur les comportements humains. Et on s'est dit, où est-ce que ça vient? Pourquoi les gens le font? Est-ce que ça durera? On espère aujourd'hui lever un voile et vous éclairer sur deux de ces mouvements. Le premier mouvement qui nous inquiète, ça nous inquiète beaucoup, c'est le dab. Donc commençons par le commencement. Le dab est un mouvement chorégraphique où le danseur place son visage dans le pli du cou tout en pointant le ciel dans les directions opposées avec les deux bras parallèles. C'est un mouvement qui a été popularisé dans les années 90 par les rappeurs d'Atlanta ainsi que par un joueur de NBA qui jouait aux Celtics qui s'appelle Dee Brown. Rip Kobe. Mais en 2015, tout change. Ce mouvement qui était uniquement utilisé par les danseurs de hip-hop connaît un succès mondial. Les individus qui se mettent à dabber pour tout et n'importe quoi, en permanence. Les réseaux sociaux sont inondés. Snapchat et Instagram regorgent de fuckboys et de familles en train de dabber en boîte, à la mer, dans une piscine, sur un cheval. Même les politiques s'y mettent. Hillary Clinton, Emmanuel Macron, Paul Pogba. Enfin non, ce n'est pas un politique, mais les hommes célèbres. Et j'en passe. Je connais même quelqu'un dans cette salle ici présent qui dabbait pendant ses DST de maths dès qu'il trouvait une réponse. C'est Simon Lestin. Pourquoi cette attirance incongrue pour le dab? Je ne comprends pas. À quoi ça sert? Cherchons ensemble les raisons. Raison numéro 1, être stylé. Alors, j'ignorais que sentir l'interstice entre son avant-bras et son biceps était stylé. Raison numéro 2, faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde. Nous sommes donc ici face à un manque criant de personnalité et d'affirmation. Raison numéro 3, être un 2000, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Mais en réalité, le dab n'est-il pas le digne successeur des mouvements à l'image du néné ou du twerk importés des États-Unis, propre à une société qui a besoin d'identifier ses émotions à un mouvement expressif et inattendu? Quoi qu'il en soit, le dab semble mort de nos jours. Je me demande qui pourrait devenir son digne héritier. Petite question pour toi, Louis. Est-ce que tu mets la tectonique au même niveau que le dab ou pas? Ah oui, complètement. C'est... D'accord. Ça peut être l'objet d'un débat. Débattons tout de suite. Le quoi? Wow. Et donc le deuxième grand mouvement qui nous inquiétait, Romain va vous en parler. Je te laisse. J'y viens. L'humain mis en face de la nature traduit en son esprit les choses qu'il voit, les images qu'il perçoit. Quelle que soit la manière dont il se représente à lui-même les phénomènes qui l'entourent, que ce soit par les sens, par l'imagination, par la mémoire, avec ou sans émotion, nettement ou confusément. Toutes les fois que le phénomène extérieur est objectif, se transforme en un phénomène spirituel, subjectif, il y a ce qu'on appelle
représentation. De tout temps, les hommes conscients se sont adonnés aux arts de la représentation. Ainsi ont-ils peint, dessiné, sculpté. Représentation, face visible de l'iceberg de sa pensée. Représentation qui permet de regarder les choses telles qu'elles ont été une fois contemplées avec amour. Représentation, reflet de l'âme saisie dans un instant d'égarement et figé par l'éternité. Ça, j'ai essayé de le réciter tout à l'heure, c'était hyper dur, mais j'y arrive. Comme l'art ne veut pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose, je vous parlerai d'un sujet assez particulier qui anime les hommes depuis la nuit des temps, vous le verrez. Un art qui a connu la gloire, mais aussi l'opprobre. Il s'agit du sgegging. En gros, dessiner des bites. Alors, comme personne va me prendre au sérieux, j'ai envie de dire encore. Comme tout le monde, vous allez dire que j'ai peu de matière quand il s'agit de traiter des sujets, et c'est absolument vrai. Pourtant, il n'est pas aisé d'être le chantre d'un art si ancien, et pourtant incompris, mais c'est quand même super cool de dessiner des queues. D'ailleurs, à cet égard, beaucoup de gens me critiquent à ce propos, parce que blablabla, tu dessines des zboubs. J'ai trouvé comment vous contrer à l'avenir. J'ai trouvé une page qui s'appelle « Comment dessiner un pénis sans se faire traiter de pervers ». Et elle est vraiment chouette. Vous pouvez la regarder, c'est vraiment cool. Alors, je vais dérouler ça en 2 étapes. D'abord, je me suis adonné à une petite compilation, c'est-à-dire chiffres et autres anecdotes improbables sur le dessin de bites dans l'histoire, et surtout l'histoire contemporaine. Et enfin, une petite parenthèse historique, parce que c'est intéressant. Alors, après un court travail de recherche en semi-gueule de bois, au 3e étage du 1 Montée des Épis, à Lyon, j'ai congloméré quelques records et autres concernant le sgegging dans le monde. Bon an, mal an, j'ai vite découvert ce que je redoutais le plus. Il existe déjà un top 10 Topito. J'ai donc tenté de ne pas utiliser leur histoire, même si celle de l'Australien en procès pour garder la signature bit était super drôle. Alors, on va commencer par la première, un peu sérieuse on va dire. Dans le royaume himalayen du Bhoutan, le visiteur non averti s'étonnera souvent des dessins phalliques sur les murs. Stylisés, réalistes, entourés de rubans ou de dragons, à 2, et pas à la fois, à 3 boules, mais presque toujours en éjaculation. Comme quoi, il n'y a pas que les monts qui sont enneigés là-bas. Ces phallus ont un objectif commun, protéger du mauvais sort, du mauvais œil et des ragots, ce dont l'humanité avait besoin. Bon, première étape assez drôle, mais j'en ai trouvé une encore mieux. Il existe une page Instagram à 55 000 abonnés qui s'appelle Dick Run Claire. C'est une dame qui court et qui, grâce à la géolocalisation, dessine littéralement des bites à Central Park, à Manhattan ou autre. Et ça, c'est assez fort parce qu'elle doit avoir 200 tubis sur sa page Instagram et les gens trouvent ça cool, moi y compris. Plus fort encore, en 2015, un mec a fait une levée de fonds pour dessiner le plus grand sgeg jamais dessiné. Et par la même occasion, a organisé une soulevée de fions parce qu'il l'a pas du tout fait. Il y a eu 61 contributeurs et ça a récolté $677 tout de même. Sachant que $1 représentait 1 pouce, ça aurait fait une tubie d'environ 17 mètres 20. Comme celle de Louis O'Donnell. Bref. Un peu plus tard, en juin 1917, des gens inconnus ont dessiné une bite dans un lac asséché en Australie, dans le comté de Victoria. Officiellement, la première bite en dessin observable depuis l'espace. Et ça, c'est assez cool, même si je pense avoir le record pour l'anecdote, à un Noël où il avait neigé et que j'ai fait tout le chemin. Bref. Enfin, je me suis quand même renseigné sur le côté un peu corpo de tout ça, des startups, etc. Et j'aimerais vous parler de 2 startups. Une première qui s'appelle Penist. En français, ce serait un peu mal traduit, pénissé. Et qui, en gros, vous la payez et en retour, elle prend les logos d'entreprise de vos ennemis, de vos concurrents, et elle les stylise en faisant une bite à la place. Donc ça sert pas à grand chose, mais ça marche. Ou encore, Doublé, et ça, j'avoue que j'ai bien kiffé. C'est une entreprise qui travaille depuis 2002 avec le Tour de France et qui est chargée de recouvrir toutes les bites sur le Tour de France. Vous avez sûrement vu le reportage brut avec des hiboux. Et j'aimerais souligner pour ça qu'au Tour de France, que le Tour de France m'a fait réaliser qu'au final, il n'est pas surprenant de retrouver des bites dans des cols. Ouh, merci. Ça s'éternise un peu, je m'en excuse. Mais j'ai voulu quand même revenir sur l'histoire du dessin de bites. Et ça a été assez difficile, parce qu'en réalité, l'histoire est assez trouble.
En termes de représentation sculpturale, etc., c'est assez ancien, ça revient à des... Même pas à des siècles, mais à des millénaires. Allez, pour l'anecdote, au Quai Branly, et vous trouverez des mugs avec des bites. Vous trouverez des colliers avec des bites. Bref, voilà. Mais ça, c'est pour sculpture, etc., ce qui n'est pas vraiment le thème, parce que moi, c'est surtout le dessin, chose dans laquelle je n'excelle pas. C'est pourquoi je dessine des bites. Et je me suis dit que finalement, une telle œuvre ne pouvait qu'être celle de grands peuples. J'avais trouvé une citation, je ne sais pas qui c'est, qui disait « Il semble que le génie des peuples soit d'être avant tout sensuel. Toutes les villes qui ont régné sur le monde, Babylone, Alexandrie, Athènes, Rome, ont été par une loi générale d'autant plus licencieuses qu'elles étaient plus puissantes. » Licencieuses, on entend dessiner des tubs. Et en parlant de Rome, je vous parlerai donc de la conclusion que j'ai eue dans tout ça, dans le dessin. C'est que des archéologues de l'université de Newcastle ont découvert un dessin de pénis qui date de plus de 2000 ans, incurvé dans une paroi près du mur d'Adrien. C'est donc la plus vieille bite sur Terre. Et ça, c'est beau. Et donc j'aimerais citer, pour conclure, Adrien lui-même. Notre époque, dont je connaissais mieux que personne les insuffisances et les tares, serait peut-être un jour considérée comme un des âges d'or de l'humanité. Et donc je vous invite tous à dessiner des bites. Et d'ailleurs, c'était pas écrit parce que ça s'est pas enregistré avec iCloud, mais en réalité, dessiner des bites, ça veut dire bonne chance. Et donc, comme les Romains, donnons-nous la main, souhaitons-nous bonne chance et dessinons des grosses tubs. Merci pour cette chronique à deux voix où Dab et Chibre se tiennent la main. Enzo, à part cette chronique, à toi pour continuer ce jeu. Ouais, j'ai une petite question pour vous et celle-là elle est vraiment hardcore, donc je pense qu'il y a un ticket de tombola qui va être gagné. J'espère que vous aimez l'art et que vous y intéressez un peu. Parce que... J'ai envie de te dire que j'adore ça. Mais ouais, si vous vous intéressez pas à l'art, vous avez perdu quoi. Mais ouais. C'est encourageant. Donc en gros, il y avait un peintre qui s'appelle William Turner et il peint toujours la même chose. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que c'est son thème de prédilection? Et non, ce n'est pas la Joconde. Ça se rapproche de paysages. Mais c'est pas, il peint la nature. Les couchers de soleil avec les rayons. Non, c'est pas C'est ça les non lumières. plus. Non. C'est des arbres, Ah ouais. c'est la nature, non? C'est la nature, mais pas les arbres. Des lacs. Ça se rapproche des lacs. Il peint l'océan. Ouais, des océans. Avec. Il peint des couchers de soleil sur l'océan. Ouais, tu peux Abdel aussi. Il peint Des bateaux. Il peint des bateaux, c'est gagné par Naël. Ouais, des bateaux. Ouais, j'ai vu le film, c'est pour ça. D'accord, il y avait donc un film. Attendez, il y a une réclamation. Il y a une réclamation, il y a Une réclamation. Réclamation, viens. Non mais Arthur, viens parler au micro. Arthur, un message. Il est en train de faire une recherche internet pour vous prouver que vous avez tort quand même. Et là, il rage. Quel est ton tableau préféré d'Evan Turner? William. Je crois qu'il s'appelle William, je suis pas sûr. Je me suis peut-être trompé en vrai. Non, c'est William Turner. C'est William Turner. Ouais, mon tableau préféré, j'en connais qu'un seul, du coup, c'est le dernier voyage du téméraire, où c'est un bateau sur l'océan, quoi. Comme tous ses tableaux en fait, mais bon, il fait des beaux tableaux, j'aime bien. Dédicace à ICO. Merci beaucoup. On va laisser Arthur rager dans son coin là-bas. Et on va écouter Abdel pour une chronique sur Uber Eats. C'est ça, salut à tous. Et donc moi, je vais vous raconter un peu ma vie de coursier Uber Eats. Et je vais aussi répondre à une question que tout le monde se pose, comme Romain et Louis tout à l'heure, qui est la suivante. Est-ce que les coursiers Uber Eats sont des esclaves modernes? Donc, ouais, ça va être un sujet assez gaulerie. Donc voilà, moi, ça fait depuis juin 2018 que je suis coursier Uber Eats, avec des périodes d'intermittence. J'ai fait en tout, je crois, 9 mois en coursier Uber Eats. Et donc, j'essaie de travailler le plus possible. Et en ce moment, je suis à peu près à 5 soirs par semaine de travail. Donc moi, déjà, initialement, pourquoi j'ai choisi Uber Eats, c'était parce que j'ai rien trouvé d'autre à la base. Donc voilà, j'avais pas trop le choix. Et maintenant, pourquoi je continue, c'est parce que ça me donne une certaine liberté. Je peux travailler quand je veux. Si j'ai la flemme, je travaille pas. Si je suis fatigué, je travaille pas. S'il y a la Champions League, je travaille pas. Donc du coup, voilà. Donc du coup, déjà, je voulais faire 2 disclaimers avant de commencer ma chronique. Je vais parler que de Uber Eats et je parle pas de Just Eat, Deliveroo ou d'autres concurrents parce que c'est des modalités un peu différentes.
Et je suis pas là pour me faire l'avocat du diable, je suis pas là pour dire que Uber Eats c'est des gentils ou quoi que ce soit. Ils sont très borderline sur plusieurs points et je vais en parler. Donc déjà, ouais, cette chronique, j'ai eu envie de la faire en lisant les différents articles où on pouvait voir que Uber Eats c'était de l'esclavage moderne et tout ça. Et aussi avec toutes les questions que j'ai des clients que je livre qui me disent alors, est-ce que vous arrivez bien à vivre avec Uber Eats ? Moi, j'essaie de leur faire de la peine un peu, comme ça ils donnent des pourboires, mais en vrai, en vrai ça va. Et du coup, ouais, en fait, le truc avec Uber Eats, c'est que le statut des coursiers est assez précaire, du fait que c'est pas un statut de salarié, c'est un statut d'auto-entrepreneur. Et donc le plus gros, donc déjà, il n'y a pas de congé payé, pas de congé maladie. Pour l'assurance, on ne sait pas trop comment ça se passe. Moi, par exemple, si j'ai un accident ou si je me blesse, je ne sais pas trop comment ça va se passer en termes d'assurance. Mais surtout, le plus gros défaut de ce statut-là, c'est qu'on est nos propres patrons. Donc, les charges sociales sont à nos frais. On doit payer les charges sociales. Et ça représente 25%. Donc, il faut savoir qu'il y a 25% de ce qu'on gagne, les charges sociales. Oui, je vais revenir dessus dans pas longtemps. Donc, il faut savoir qu'un livreur Uber Eats, c'est payé au SMIC. Donc, on fait à peu près 2 livraisons par heure. C'est en moyenne 5 € une livraison. Donc, un peu plus que le SMIC, mais après, ça dépend avec les primes et tout. Donc, on va dire que c'est payé au SMIC, parfois un peu plus. Et donc, si le livreur donne 25% de son salaire, là, ça devient un salaire très faible et surtout comparé aux conditions très pénibles de travail. Mais le truc, c'est que, en fait, les charges sociales, c'est censé être 25%. Mais il y a un dispositif de l'État français qui fait que pour les moins de 25 ans, qui sont entrepreneurs, pour les aider à se lancer un peu dans leurs activités, eh ben, l'État français leur autorise à payer seulement 5% de charges sociales. Et donc, la plupart des livreurs Uber Eats sont des jeunes qui ont moins de 25 ans, donc la plupart ne payent en réalité que 5%. Donc c'est pour ça que je voulais revenir sur le fait que malgré que les conditions de travail sont difficiles et que le statut est assez précaire, pour ce qui est des charges sociales, c'est un peu un faux argument. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a aussi des bons points à être livreur Uber Eats. Je pense que parce qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de sélection. Donc, on s'inscrit sur le site et 10 jours après, on peut travailler. Le temps de recevoir la preuve qu'on a un statut d'entrepreneur, on peut travailler. Et donc, je trouve ça plutôt bien pour des personnes qui sont en période de stand-by, donc qui attendent des réponses pour leur métier, qui sont en chômage et qui attendent des réponses pour des entretiens ou qui attendent d'avoir des formations. Par exemple, j'avais des amis qui étaient déscolarisés et qui, en attendant de retrouver un établissement scolaire, travaillaient sur Uber Eats pour ne pas rester sans rien faire et pour avoir de l'argent de côté. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire cette chronique, pour dire que même si les conditions de travail sont très précaires, de là à dire que c'est de l'esclavage, c'est un peu abusé. Parce que bon, moi je connais beaucoup de gens, j'ai croisé beaucoup de gens qui travaillent chez Uber Eats, y compris des étrangers qui sont arrivés en France il n'y a pas longtemps. J'ai croisé des Soudanais, des Algériens, des Sénégalais, des Indiens, des Syriens, des Irakiens. Et donc la plupart d'entre eux ne parlaient même pas français, donc sans Uber Eats, ça aurait été impossible pour eux de travailler où que ce soit. Et donc aucun ne s'est plaint auprès de moi de me dire que bon, les conditions de travail sont difficiles, c'est sûr, mais aucun ne m'a parlé d'esclavage par exemple. Il y a même certains d'entre eux qui roulent en scooter, donc c'est pas vraiment des conditions très très dures pour eux. Et donc voilà, après je voulais juste préciser que mon point de vue, c'est celui de quelqu'un que ça dérange pas forcément de ne pas pouvoir travailler à certaines périodes, parce qu'il faut savoir que Uber Eats, comme on est payé à la tâche, quand il n'y a pas beaucoup de demandes, ben, ça sert à rien de travailler. Par exemple, les vacances scolaires, il faut oublier, surtout les vacances de Noël, tous les étudiants rentrent chez eux, Grenoble c'est vide. En août, Grenoble c'est vide aussi, donc je ne travaille pas pendant ces périodes-là, donc moi personnellement ça ne me dérange pas. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance de se permettre de ne pas pouvoir travailler. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais dire que ce n'est que mon point de vue et que voilà. Et aussi un dernier truc, il y a un phénomène qui peut s'apparenter à être de l'esclavage, c'est des étrangers qui viennent ici et qui sont en situation irrégulière et qui louent des comptes Uber Eats et la personne qui loue leur prend 50%. Donc là ouais, c'est carrément de l'esclavage. Et Uber Eats essaie de lutter contre ça. Moi, plusieurs fois, avant de me connecter, on me demande de prendre une photo de moi pour vérifier que c'est bien moi qui travaille. Donc voilà. Merci beaucoup, Adèle. De rien. La lutte continue. Non, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais juste apporter une petite précision. Tu parlais des exonérations. Je connais ça assez bien parce que j'ai aussi le statut d'auto-entrepreneur. Je travaille plutôt avec des startups. Mais en fait, ça dure par contre que 3 ans. Oui. Du coup, c'est quand même c'est assez court. Ouais. Mais sinon, merci beaucoup pour cette chronique. De rien. Adèle, c'est quoi la chose la plus dingue que tu as vue en ayant fait ce métier ? La chose la plus dingue...
Est-ce que t'as déjà lâché un croc dans la commande avant de le donner Bah, en vrai, j'ai. Il va se faire virer, il va Alors, se faire attends. virer un mec. Non, Tout le normal. monde écoute. Alors, je tiens à préciser, je suis pas un voleur. Voilà, premièrement. Mais j'ai déjà pas livré des commandes parce que genre, pas loin de chez moi, il y a un McDo et genre des fois dans ce McDo tu peux avoir des commandes dans la montagne, mais genre quand je dis dans la montagne, c'est vraiment dans la montagne, genre très haut. Et genre ils prennent pas en compte le fait que c'est en pente, du coup eux ils te disent que tu mets 10 minutes pour y aller et en vrai tu mets genre 40 minutes pour y aller et 20 minutes pour redescendre, du coup ça met 1 heure et ils te payent ça genre 5 €. Du coup, je l'ai fait que 2 fois. Hein. J'ai pas livré la commande et je sais que dans ce cas-là, le mec est remboursé, donc il a pas eu sa bouffe, mais il a été remboursé. Okay. Si tu m'écoutes, désolé. Hein, mais je sais pas. J'ai pas assez d'endurance de toute façon pour faire la montée. Parce que t'es à vélo, c'est ça? Ouais, je suis à vélo, ouais. Je suis un sportif. Qui monte pas les côtes, un sportif quand même. Ouais, non, mais ça va, mais c'est long. Je sais pas. Bah non, mais moi je n'interviens pas. Enzo, le jeu. Ouais, c'est Le l'heure jeu du continue. Alors là, ça va être une question beaucoup plus facile que les précédentes. Le rouge. Pour ça, je vous laisse qu'une seule. Oui, c'est gagné, voilà. C'est bien joué. C'est pour ça, là, je vous laisse coup, on enchaîne une sur- minute. Donc, c'est un membre de la meilleure asso de France. Il est roux et chauve à la fois. C'est un animateur phare de micro-ondes. Je vois les regards qui se tournent déjà. Et il commence toutes ses émissions en demandant aux invités c'est quoi votre poste. Donc, je vous laisse deviner de qui je parle. C'est Alexandre. Ouais, c'est gagné. Oui. J'ai cru qu'ils allaient pas trouver, je commence à être fier et tout. Je suis pas si chaud que ça. Alors, vraiment. Ce qui était magique, c'est quand j'ai dit roux et chauve et que j'ai vu le regard de Marie qui s'est tourné instantanément vers Pas eu Alexandre. pizza, moi. Il n'y a pas d'intérêt à gagner. On va faire une petite pause en chanson avec deux de nos chanteurs phares de l'assaut, je dirais. J'ai nommé Lucas Russier et Vianney Joly. Alors, il faut savoir qu'ils sont sur une bonne lancée en ce moment, ils nous font les maladies. À Dijon, on a eu droit à une petite chanson sur le coronavirus. Hier soir, c'était une chanson sur la gastro-entérite, ou pas. Et ce soir, je vous laisse voir. Est-ce qu'à un moment on doit se retourner comme dans The Voice où on a un buzzer appuyé? Ça peut être sympa, mais ouais, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette musique-là? On va vous laisser découvrir. Faites-vous votre propre idée et puis voilà, allez-y vraiment sans préjugés. On est sur un texte engagé, ça revendique les droits sociaux. Plus ou moins engagé. Oui, Engagement du en 21e vrai, c'est siècle. très engagé si mes souvenirs sont bons. Oui, voilà. Est-ce qu'elle a un titre? En fait, cette musique Inclusif. Inclusif, je crois que c'est le titre du. Et en fait, on a un combat, en gros, on appelle dans le refrain notamment vraiment à nous rejoindre dans notre team qui commence à 2 aujourd'hui, mais Notre qui mode de peut-être vie. va, éveiller des vocations demain. Voilà. Comme tu veux. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il t'arrive de pas mettre de capote, que ce soit ta copine ou bien la meuf d'un pote? Est-ce qu'il t'arrive de ressentir une gêne, avoir comme des guilis au bout de ta zézette? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir la chatte qui sent comme si tu ne l'avais jamais lavée depuis 54 ans? Mais ne t'inquiète pas, On a un truc pour toi. Vianney et Lucas sont là pour te conseiller. Lutter contre les MST, Sida, chlamydia et parfois même l'hépatite B. Toi qui as voulu trop baiser sans prendre le soin de te protéger, sois comme nous des asexuels où ton slip sentira les poubelles. Toi qui as voulu trop baiser sans prendre le temps de te protéger, sois comme nous des asexuels où ton slip sentira les poubelles. Tu n'as pas fait les tests, oh mec t'as mitonné. Vu ce que t'as dans les fesses, ça doit bien te gratter. Sais-tu que le retrait n'empêche pas l'infection? T'as voulu l'enculer, maintenant t'as des morpions. Et pour te masturber, t'as pris une grosse courgette. Tu l'as même pas lavée alors qu'elle sortait d'une cagette. Mais ne t'inquiète pas, on a un truc pour toi. Vianney et Lucas sont là pour te conseiller. Lutter contre MST, Sida, chlamydia et parfois même l'hépatite B.
Toi qui as voulu trop baiser, sans prendre le soin de te protéger. Sois comme nous des asexuels, où ton slip sortira les poubelles. Boboun, 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 personne n'a marché sur la moon. J'appelle ma daronne ma moon. Si je suis petit qu'on m'appelle à choum. Toi qui as voulu trop baiser, sans prendre le soin de te protéger. Sois comme nous des asexuels, où ton slip sortira les poubelles. Bravo. Ouais, une belle performance vocale. Vous allez subjuguer par une musique si entraînante. Moi, je vois la tête de Naël surtout. Je me dis que t'as peut-être un mot à nous dire parce que t'as l'air vraiment bouleversé en fait. Ouais, difficile de se remettre de toutes ces émotions. On voyage. Moi, je pense surtout au travail de l'ingé son après pour remixer tout ça. J'ai passé un très bon moment personnellement. Et je vais aller m'acheter des capotes. Maintenant, pour le jeu... Enlève ta main. Pour le jeu final de Enzo, la dernière question s'il te plaît. Ouais, là c'est la dernière question. J'espère On que gagne vous quoi avez, en fait Alors, qu'est-ce qui a gagné? C'est pas ta folle, moi. On gagne des choufs du Starcaf, donc le bar qui est en face de l'école. Bah, après, s'il y a des gens de l'ESSEC qui veulent gagner, on trouvera des choufs du Hard Rock Café. Comment ça s'appelle le truc? Du City Rock. Du City Rock, voilà. Un peu de respect quand même. Hein. Pardon, j'ai manqué de respect au City Rock. Et moi j'organise une tombola, donc je fais gagner des tickets aussi, quoi. Merci beaucoup. Si les gens de l'ESSEC veulent m'en acheter, n'hésitez pas. C'est 2 € et il y a une GoPro à gagner. Donc une question assez dure. Qu'est-ce qu'un Rolls de distribution? Un quoi? Un Rolls de distribution. Est-ce que ça se mange? Ça ne se mange pas. Est-ce que ça se porte? Ça ne se porte pas non plus. La Joconde. Et ouais, on s'en rapproche. Ça touche? Ça touche pas? Ouais, ça chauffe là. Dans le milieu de l'art? Non, c'est pas dans le milieu de l'art là. Non, c'est plutôt dans le milieu de la restauration. Ah, c'est le petit truc là pour les sushis? Non, c'est pas ça. Les trucs que tu pousses. Les trucs... Les chariots. Un chariot réglable. J'entends un chariot de la part d'une rêveuse là-bas là. Ouais, bah ça C'est Kamjou a gagné. Ça dépend quel genre de chariot. Mais c'est un chariot multiservice par la marque Rolls. Tu sais ça toi? Oui. Enfin, bah, en soi, c'est juste les chariots pour porter les plateaux vides à la fin. Voilà. J'étais au Crous. Et donc Kamjou, elle a gagné quoi là? Eh bah, elle a gagné au choix une bière ou un ticket de tombola. Qu'est-ce que tu préfères? Tombola, il y a plein de cadeaux à gagner. Elle veut un ticket de tombola et on la félicite pour avoir gagné un excellent ticket de tombola. Elle gagne tout ce week-end. Ouais, vous mettez bien là. Donc après, donc on va enchaîner sur ce live. On a fait un moment un peu culture, un moment musical, et maintenant, on va rester dans l'humour avec une chronique de... Oui. Ah, une chronique d'Arthur, qui va nous faire une chronique sur le dernier stand-up qu'il a vu. Désolé Arthur. Bonsoir. Alors après m'être humilié à Lyon hier soir et de peut-être le refaire ce soir, je tenais quand même à apporter un peu de contenu à ce live et donc je vous ai préparé une petite chronique. Donc après moult aventures, nous voilà enfin en terre grenobloise et j'avais vraiment envie de marquer le coup. Avec un peu d'originalité peut-être et enfin une chronique divertissante. Voilà donc un top 3 de mes humoristes favoris. Alors oui, vous l'aurez compris, je vais utiliser la forme la plus putaclic pour capter votre attention et pour parler de personnes pleines d'humour plutôt que de daigner être drôle pour une fois. Plus sérieusement, je vais vous parler de 3 spectacles que j'ai vus dernièrement et qui m'ont vraiment donné envie de m'intéresser de plus près au stand-up, en espérant bien évidemment vous donner envie d'y aller. Alors je préfère le préciser, ce contenu n'est pas sponsorisé au grand désarroi de Philippe, notre trésorier, qui voit son portefeuille devenir de plus en plus maigre à force d'avancer les défenses de notre bande de chouillons. Néanmoins, appel aux humoristes, si vous tombez sur ce contenu riche et pertinent, n'hésitez pas à lâcher une petite pièce à votre bon cœur. Bref, numéro 3. Parlons du dernier spectacle d'Haroun. C'était vraiment bon. La mise en scène est super classique, un MC, un mic, un tabouret, bref, le mauvais début d'un solo Pornhub, je vous l'accorde.
Le larron est vêtu de son fidèle costume bleu ajusté et son plus beau sourire mesquin. Alors bien sûr, des extraits assez conséquents sont disponibles sur la toile. Donc certains des passages ont un petit goût de déjà vu, mais le spectacle est aussi plein d'inédits. 1 heure de show parfaitement ficelée et pleine d'intelligence avec une 30aine de minutes d'impro et d'interaction avec le public. Et il le fait bien le bougre, avec une pointe de médisance parfois, et rien n'est plus jouissif, il faut l'avouer, que de voir un pauvre mec du public se faire rôtir en direct. L'humour est percutant, politique parfois, mais toujours pinçant, et puis il aborde des thèmes qu'on aime tous, la colonisation, le viol, la pédophilie. Enfin, bref, un bon moment. Numéro 2, le dernier spectacle de Kian Kojandi. Après Pulsion, disponible gratuitement sur YouTube, profitez-en, l'homme de Bref se lance dans une introspection entre enfance et récit d'une soirée de déchéance. Alors il tente de décrypter l'ensemble des éléments de son existence qui l'amène à partir en boîte seul, à 36 ans, avant de finir dans un plan à 3 sauvage avec un de ses plans cul. La mise en scène est super ambitieuse entre danse et jeu de lumière, et Kian nous emmène avec lui au cœur des moments marquants de son enfance. Quand sa tante l'emmène contre son gré pour plusieurs années au bled, quand son père refuse de lui acheter des Power Rangers, qu'il collectionne d'ailleurs encore aujourd'hui dans son appartement en signe de revanche. Enfin, une enfance triste, une vie d'adulte épanouie à faire des plans à 3, un bon chemin de vie. Bon, maintenant parlons du spectacle. Le seul, l'unique, le spectacle de Payanotis Pasco. C'était incroyable. J'ai vraiment passé un moment, tout mon temps à pleurer de rire. Le mec a 21 ans et est mis en scène par Farid qui a senti la pépite. Le spectacle retrace ses galères pour pécho des meufs, sujet classique, je vous l'accorde, mais qu'il aborde avec intelligence. Il parle de ses blocages, de peur panique qu'on a tous, comment ériner sans faire de bruit avec une fille dans son salon, comment faire le premier pas, comment scorer sans passer pour un chien, les problèmes de panne sexuelle à cause du stress. Peau gênante. Le tout est enrobé d'un univers folklorique et d'un imaginaire loufoque. Son père qui se jette dans des cactus pour lui montrer à son frère et à lui qu'il ne doit jamais pleurer parce que c'est des vrais hommes, mais qui passe 2 jours à ne plus pouvoir marcher. Son colocataire de 35 ans en pleine crise de la quarantaine qui passe son temps foncé à l'appartement quand il n'est pas chez sa psy et à lui dire de baiser maintenant parce qu'après il est trop tard. Le mariage de ses parents qui s'est peut-être un peu endormi et son enfance entre une mère poule et un père incapable d'avouer ses sentiments. Enfin bref, c'était vraiment incroyablement drôle, allez-y, il n'y a quasiment aucun extrait en ligne et ça vaut le détour. Merci beaucoup Arthur, on a hâte d'aller voir Paya. Et Haroun, certains d'entre nous iront peut-être même des dimanches, qui sait. On va ensuite maintenant sur les aides des chroniques, il est temps d'arrêter d'être concentré uniquement sur nous-mêmes, sur cette culture occidentale, fermée, auto-centrée, et de s'ouvrir un petit peu, d'aller vers l'exotisme. Et donc aujourd'hui on va avoir une chronique d'Inès sur le Nouvel An chinois. Ouais. Salut à tous. Alors en effet, je voulais vous souhaiter une bonne année pour commencer. Parce que cette année, on a changé de décennie. Et donc, bonne année 2020 à tous. Et récemment, j'ai encore entendu à la fin du mois de janvier ce mot, bonne année. Et je me demandais pourquoi ça continue autant, en fait. Et c'est parce que, tout simplement, en fait, il y a aussi le Nouvel An chinois. Et si vous êtes, par exemple, en école de commerce, j'imagine, là, vu que ESSEC passe à GEM, on connaît tous ces étudiants internationaux qui peuvent nous souhaiter bonne année. J'ai encore reçu un cadeau avec, par exemple, les sigles chinois pour nous souhaiter bonne année, alors que moi, c'était passé depuis le 1er janvier. Alors, je me suis posé la question, pourquoi ça durait autant ? La réponse, c'est que, en fait, ça remonte à 4000 ans et à l'ancien culte du ciel et de la terre. Et ma seconde question est alors, pourquoi n'est-ce pas chaque année à la même date en Chine ? Tout simplement car, donc préparez-vous à mon explication, le Nouvel An chinois marque le premier jour du calendrier lunaire chinois lors de la 2e nouvelle lune depuis le solstice d'hiver et avant la phase lunaire d'équinoxe du printemps. Donc la date du Nouvel An chinois varie d'une année sur l'autre. En 2020, le Nouvel An chinois débute donc le 25 janvier. Si nous nous penchons un peu sur cette fête, nous apprenons que le Nouvel An chinois ou le Nouvel An lunaire est aussi la fête du printemps. C'est un peu un comble quand on sait qu'une grande part de la Chine se trouve encore à ce moment-là dans la période hivernale. Néanmoins, ce terme montre l'engouement positif pour l'arrivée du printemps. Et je pense qu'on devrait être vraiment heureux que ça arrive. Par ailleurs, sachez que traditionnellement, la célébration dure 16 jours, donc du réveillon jusqu'à la fête des lanternes.
Et cette fête s'accompagne de traditions telles que décorer sa maison, organiser un repas de famille, exploser des feux d'artifice et des pétards, offrir des enveloppes rouges qui symbolisent bonheur et chance, souvent contenant de l'argent, ou jouer encore de la danse du dragon et les autres festivités. Si vous étiez là le week-end dernier à Gênes, il y avait tout ça le dimanche. Et concernant le Nouvel An, il y a sûrement de nombreuses choses à ajouter, mais j'ai envie d'aborder le thème de l'astrologie chinoise. Dès maintenant. Donc le Nouvel An, c'est égal à un nouveau signe. Et nous passons aujourd'hui de l'année du cochon à celle du rat de métal. Il y a une histoire également sur ces signes, donc je vais un peu vous la raconter. Il y a plusieurs légendes qui racontent comment les animaux ont été choisis pour tous ces signes chinois. Et donc alors la première que j'ai trouvée sur internet, très originale, lors d'une course placée sous l'égide de l'empereur de Jade ou de Bouddha, le bœuf aurait accepté de transporter le rat et entre ses cornes pour l'aider à traverser une rivière. Et au moment de trouver la rive, le rat aurait sauté à terre, devançant le bœuf et devenant ainsi le premier signe de l'horoscope. Alors voilà, sur ces petites histoires autour du Nouvel An chinois, je vous laisse poursuivre vos recherches et découvrir vos signes astrologiques chinois grâce à des sites. Parfait. Merci Inès. Merci beaucoup Inès. On va enchaîner en fait en restant dans le même thème, puisqu'on a nous aussi une chronique sur la Chine, ou plus précisément les superstitions chinoises, qui va nous être présentée non pas par une personne, mais bien par deux rêveuses, Margot et Marie. Alors nous en fait on s'y connaît beaucoup en Chine parce qu'on est en LV3 chinois et par exemple on s'est compté jusqu'à 10 en chinois. 99 par exemple, c'est trop bien. Et donc on a un peu étudié la Chine parce qu'on est des réels passionnés et on a quelques petits trucs à dire qui sont vraiment superbes. Voilà, donc on a décidé de répartir les superstitions chinoises. Vous allez voir, elles sont assez marrantes finalement, en quatre catégories. Donc on va essayer d'aller très très vite parce qu'il y en a beaucoup et que ça devient un petit peu long au bout d'un moment. Donc et ennuyeux, c'est vrai. On fait sur le même. Vas-y. Donc d'abord sur le thème de la famille. Donc il y a de nombreuses superstitions qui tournent autour du fait d'avoir un garçon. Donc il faudrait par exemple pousser un soulier au pied de la statue de la donatrice d'enfants, qui est une déesse, puis le remplacer par une paire de souliers brodés. Ou alors il faudrait donner à sa fille un prénom de garçon, comme ça la malédiction qui est en Chine d'avoir plein de filles à la suite serait rompue, et le prochain enfant sera un garçon. Ou alors la femme peut aussi porter sur sa poitrine un couteau d'argent pour effrayer l'âme d'une fille qui voudrait venir s'incarner dans son sein. Ensuite, pour sauver un enfant garçon toujours, quand ses frères sont morts, il faut le déguiser en fille ou lui donner un prénom de fille pour pouvoir tromper les esprits et qu'il ne soit pas tué en tant que garçon. Ensuite, une femme enceinte doit avoir un miroir sur elle pour tenir éloignés les esprits malfaisants qui pourraient nuire à l'enfant. Après 18 heures dehors, il ne faut pas que les enfants continuent de jouer parce que sinon ils peuvent se faire emporter par les fantômes. Et enfin, si tu ne finis pas ton riz quand tu es jeune, ton ou ta future épouse aura de l'acné. Donc voilà. Bolos. Respect. Pour éviter que des brigands viennent dans notre maison, il faut enfouir 2 sabres sous le paillasson. Comme ça, les brigands ne viendront pas. On peut aussi... il faut aussi aligner les portes dans les maisons. Comme ça, les esprits, ils se perdent et ils ne peuvent pas rester dans les maisons. Sinon, si on les aligne, ils se baladent et ils foutent un peu le boxon, j'ai envie de dire. Yes. On peut aussi, là comme ça, j'ai envie de vous partager avec vous un petit proverbe chinois. C'est hyper important. Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu'il n'y est pas. Ok, on revient sur les superstitions. Donc, les superstitions autour des personnes et de leur comportement. Il faut savoir qu'on a fait cet exposé en cours de chinois et on était dans le même état, du coup c'était un petit peu humiliant.
Du coup, ah oui, un prénom peut influencer. Bon, ça sert à rien. Donc, oui, donc il y a une superstition. On a déjà parlé des signes astrologiques tout à l'heure, et donc effectivement, quand on donne, ça n'a rien à voir. Superstition. Oh mon Dieu. Ok, c'est bon, j'ai. Donc, quand on mange des longues nouilles sans les couper le jour de son anniversaire, on vit plus longtemps. Ensuite, il faut jamais gigoter ou secouer ses jambes, sinon ça peut nous faire devenir pauvres et ça signifie qu'on est, on est instable et incapable de gérer son argent. Ensuite, il ne faut pas couper ses ongles pendant la nuit, sinon notre âme peut s'échapper par nos doigts et on se retrouve dans le monde des ténèbres. Il ne faut pas non plus se baigner, il ne faut pas mettre sa tête sous l'eau, sinon les esprits peuvent nous noyer. Ensuite, si on prend une photo avec 3 personnes, celle du milieu et celle qui va mourir la première. Donc voilà. Si on s'allonge après avoir mangé, on devient un serpent. Et si on dort après avoir mangé, on ne se réveille jamais. Donc ça, c'est un petit problème. Tu veux peut-être faire un autre proverbe J'aime bien les proverbes. Sourire 3 fois tous les jours rend inutile tout médicament. Quand la pierre tombe sur l'œuf, pauvre œuf. Quand l'œuf tombe sur la pierre, pauvre œuf. Non. Tu veux peut-être faire une autre citation ? Non, vas-y, enchaîne sur les... Alors, il y a aussi beaucoup de superstitions qui sont dues à la prononciation. Par exemple, le chiffre 4, il porte malheur parce qu'il se prononce « se », qui est proche de « se », la mort. Et donc, attention, il ne faut pas vivre à l'étage numéro 4 ou dans une chambre avec un 4 dans les hôtels, parce que ça a une mauvaise réputation. C'est un peu comme le 13 en France. Et donc parfois en Chine, on a certains trucs qui sont genre, par exemple, si une maison qui est au 4 d'une rue, elle est moins chère qu'une maison qui est au 5 d'une rue. Et le 8, c'est bas, c'est proche de bas, s'enrichir, faire fortune. Et donc quand on achète une plaque d'immatriculation ou un numéro avec un 8, c'est très cher. Merci. On va terminer par un dernier petit proverbe peut-être. Donc le mariage est comme une place assiégée. Ceux qui sont dehors veulent y entrer et ceux qui sont dedans veulent en sortir. Voilà. Et il y en a une aussi que j'aime bien, parce que c'est pas mal sur le respect de la femme et c'est trop cool. Un homme qui veut séduire une femme doit franchir des montagnes. Une fille qui veut séduire un homme n'a qu'une cloison de papier à franchir. Waouh. Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup les filles. J'en profite pour rappeler les dangers de l'alcool. On voit que ça a vraiment des conséquences importantes et j'espère que... Merci beaucoup, c'était très bien. On va passer... Pour continuer ce live, on va passer à un peu d'interaction avec un jeu proposé par Alexandre. Exactement. Et du coup, ce jeu, il va mettre en rivalité Grenoble et l'ESSEC. C'est charmant, charmant. Je parle d'unité, tu parles de rivalité. Charmant. Du coup, on va dire à Madame Louis de dégager si on fait un vrai mot. Et donc, du coup, le principe du jeu, la règle, elle est plutôt simple. Je vous posais des questions. Et il va falloir que vous me répondez si c'est à Cergy, à Grenoble, dans les deux ou aucun des deux. Ça va, tout le monde les règles ? Oui. Du coup, par exemple, un petit exemple, si je vous dis la montagne, c'est à Grenoble. Ouais, bien joué. Ouais. Pas facile. Ok, alors du coup, des mecs qui se font défoncer par HEC dans tous les classements. Grenoble ? Ça marche aussi. C'est faux, c'est faux. Les deux. Les deux. Sauf au BBA. Point, Driss. Le lieu de naissance de Michel Fugain. Aucun des deux. Cergy ? C'est Grenoble, c'est Grenoble. Merci Lucas. Le lieu de naissance de Seth Gecko. Cergy. Oui. Le lieu de naissance des frères Bogdanov. Grenoble ? Aucun des deux. Aucun des deux, aucun des deux. Ils ont failli gagner le trophée du fair play aux OJO parce qu'ils sont mignons. Ah. Un mec qui se retranche avec une arbalète dans son appart et qui fait intervenir le GIGN. Grenoble. Ouais. Attends, c'est quoi l'anecdote derrière ? On veut l'anecdote derrière. En vrai, c'est vraiment l'anecdote.
C'est vraiment là, ouais, ça faisait 2 semaines qu'on était à Grenoble l'année dernière et on reçoit des messages sur le groupe où il y a toute la promo. Allez pas sur Courberia, c'est dangereux. Il y a un mec qui s'est retranché avec une arbalète chez lui. Ouais, il est. Ouais. Il y a des dealers en VTT. Les deux. Les deux. Exactement. Il y a des triples siamois qui sont nés hier. Grenoble. Ah non, aucun des deux. Après, j'avais noté, pour ceux qui suivent, il a agressé et volé sa voisine, mais a été reconnu par son odeur. Et ça, du coup, c'est gros. Et ils sont chauds en hockey sur glace. Sergi. Les deux, ouais. Grenoble joue en Ligue 1 et Sergi en Ligue 2, je crois. Patinoire de Sergi. Derrière les 3 fontaines. Mais non, c'est pas Sergi Léo. Donc le bilan des points. Le bilan des points. Une défaite cuisante pour les secs, selon l'arbitre. On a le prix du fair play, et c'est ça qui est beau. J'aime bien. Le fair play mignon. Merci beaucoup pour ce jeu, pour connaître le plus en plus les spécificités de chaque ville, les différences, les ressemblances, c'est important. Et on va finir sur une chronique de Carlo et de Swan. Sur le tacos. Oui, non, chronique, pas chronique. Sur le tacos ? C'est pas sur le tacos. Une chronique. Chronique surprise. Tiens. Je m'en vais. Oui. Mais. Ok, j'arrive. Non, t'inquiète, j'arrive. Première édition du Tour de France des radios. Convaincre 20 connards parisiens et prétentieux, prétentieuses et parisiens, de traverser la diagonale du vide pour faire de la radio. Un programme alléchant. Dijon, Mâcon et autres capitales régionales. Magnanime, nous organisons une étape surprise pour attirer nos jeunes recrues dans ce périlleux road trip. Nostalgie Mâcon. Fiers de notre itinéraire, persuadés de mettre des étoiles plein les yeux à nos premières années préférées et à Marie Messager, nous nous organisons pour finir en apothéose. Une dernière étape qui en met plein la vue, qui coupe le souffle, qui te met sur le cul. Le bouquet final, la cerise sur le gâteau, Simon sur Titi, la Grenoble École of Management. Ah, Grenoble, la Venise des Alpes, le Washington de l'Isère. Des habitants fiers de leur terroir. Comme nous témoignent les tweetos régionaux. MOH 3815. Grenoble, quelle ville de merde, y a rien à faire. Ah, Grenoble, la Venise des Alpes. Mais tous ne font pas preuve de ce cynisme détestable. Un autre tweetos nous rassure sur notre dernière étape. Dako Talaoa écrit « Quelle joie d'être de retour à Grenoble, se servant un bon grand verre de White Spirit. » Ah, Grenoble. Heureusement, les Grenoblois ne s'arrêtent pas à l'esthétisme raté de leur agglomération. Grenoble, ce n'est pas qu'une ville affreuse, c'est bien plus encore. C'est une histoire, c'est un patois, ce sont des mœurs. Ad Vegetoons nous partage un éclairage savant sur la langue locale et sur, d'après lui, le mot préféré des Grenoblois. Le mot NK, définition d'après notre tweetos. To perform oral sex, that is to say, en d'autres termes, to eat a dick or a pussy. Nous nous coucherons moins bêtes. Vegeton, Ad Vegeton, c'est notre coup de cœur. C'est le Grenoblois simple d'esprit, ambitieux, parlant de sexe, mais recherchant aussi un stage grâce à sa tweetosphère. Bonjour, je suis en licence pro développeur et je recherche un stage de 2 mois pour mai juillet. Likez, partagez. Grenoble, c'est une ville soudée. Vegeton trouve donc du soutien auprès de ses fidèles abonnés dont nous faisons modestement partie aujourd'hui. Mot 3815 lui répond et complète sa candidature. Prenez-le, Wallah, c'est un charbonneur, il a bossé sur GTA 5 et FIFA 20. Heure sombre pour LinkedIn. Mais Grenoble, c'est aussi un réseau que nous rejoignons aujourd'hui et que nous ne laisserons pas tomber. Swan et moi relayons donc les appels à la communauté. Pascal au bistrot 11 écrit. Il y a des meufs à Grenoble assez chaudasses pour devenir mon sex friend. Le standard explose. Mais ce n'est pas tout. Et nous sommes fiers d'annoncer à Amel Ross que nous avons trouvé son prince.
Elle écrit. Je vais porter mes couilles, je cherche un mec qui s'appelle Abdel. Il était au Barberousse hier soir à Grenoble, brun, il avait une chemise blanche à rire, bleue. Aidez-moi à retrouver mon prince. Abdel, mon prince, un mot sur ta soirée à Barberousse. Merci. Il fait le signe pisse, il valide. Salut, c'est moi. C'est Morgane. Allons-y. Troisième et dernier jour de tournée, troisième et dernier débrief de live pour moi. Pour plus de clarté, j'ai décidé de changer le nom de la rubrique car CR pouvait s'interpréter de différentes manières alors que débrief, ça me semble plutôt clair. 21h20. J'entre dans l'appartement les bras chargés de pizza et découvre stupéfaite ce qu'il se passe devant mes yeux. C'est en effet une double trahison qui prend place au 1 Général Marchand à Grenoble. Non seulement le live a commencé sans moi alors que je payais un sac isotherme pour la modique somme de 1 € afin de cacher les bières fraîchement achetées, car à Grenoble, normalement, on vend pas d'alcool après 21h. Mais en plus, personne n'a pris l'initiative de commencer ce CR à ma place. Plusieurs conclusions face à ces faits. Pour ce qui est du fait que personne ne m'a attendu, je pourrais me dire que c'est parce que personne ne m'aime ou ne pense à moi, chose qui se confirme de plus en plus en regardant mes copassagers de voiture. Les deux devant parlent entre eux, et Pierre à ma droite passe ses trajets sur son téléphone. Le lien social est rompu. Mais si je pense que si personne ne m'a attendu, c'est car ils ont compris que mon devoir de femme de nourrir l'ensemble de mes confrères importait plus. Cette association me doit désormais 131,40 € et je la saignerai jusqu'au dernier centime. Ou bien je casserai des chaises, c'est selon. Pour ce qui est du fait que personne n'a pris des notes des événements avant mon arrivée, je pourrais complètement en déduire que c'est parce que tout le monde pense secrètement que cette rubrique, c'est de la merde. Mais je me convainc que c'est plutôt car tout le monde est convaincu que personne d'autre que moi ne peut le faire. J'ai le sens du devoir, je me mettrai donc à écrire Fissa. Passons, le live est commencé, what is done is done, et ce n'est qu'une blessure qui s'ajoutera aux innombrables cicatrices qui jonchent mon cœur. 21h29. C'est un choc de titan qui se déroule devant nos yeux. Cergy ou Grenoble ? Je n'ai pas entendu Marie du fait de mon devoir matrimonial, mais encore une fois, je n'ai pas fini ma phrase, j'ai oublié. Mais on va dire que Grenoble a gagné. 21h31. Louis arrive à mentionner le fait que c'est son anniversaire dans une chronique sur un film prenant place durant la Première Guerre mondiale. Et cela passe comme une lettre à la poste. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu un tel culot, c'est absolument stupéfiant. 21h33. On parle de cuisine. J'aime essaye de faire deviner une spécialité suisse à nos rêveurs, mais mon esprit fatigué me fait entendre les mots fromage de bite. Il s'agissait en fait de la raclette. 21h34. Camille me chuchote qu'elle est ultra malade. Quel plaisir d'apprendre ça après 10 minutes passées à ses côtés et après avoir déposé mes douces lèvres sur sa bière. 21h37. J'aime me réchauffe le cœur en mentionnant la tectonique et je me rends compte alors qu'à la soirée tectonique et fluo à laquelle nous avions participé à la Burgundy School of Business, absolument aucune musique de tectonique n'avait été passée. Voilà, je sais pas, personne n'a capté, mais c'est absolument scandaleux. Enfin, je sais pas, merde. Non, mais c'est bon. Réveillez-vous, merde. 21h38. Pour changer, Romain, maître de l'art de faire ce signe, parle de beat. 21h42. Vianney est complètement perdu face au fait qu'il n'est pas étonnant de retrouver des beats dans des cols. Je sais pas, j'ai pas compris non plus. Comme d'habitude, la chronique de Romain est beaucoup trop longue, mais sa conclusion est toujours ok. 21h44. Petit quiz d'Enzo qui mentionne William Turner. Je tente un « Moi, je connais plutôt William Turner !» Et Camille fait semblant de pas m'entendre. 21h46. Abdel nous révèle qu'il est coursier Uber Eats et je me demande pourquoi on s'est cassé le cul avec Vianney, Nicolas, Lucas et Marie à aller chercher à manger alors qu'il aurait tout simplement pu les apporter en venant. 21h49. Gaspard me propose du saucisson. Je sens qu'il se passe un truc entre nous. 21h55. Caro me dit que ma nouvelle coupe est super top. Parce que je suis allée chez le coiffeur aujourd'hui, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Enfin voilà, je vous retiens. Pierre regarde mon CR et dit qu'il trouve que c'est un peu vide. On les reconnaît bien là. Good cop, bad cop, effet qui se coule, une baffe puis une caresse. Pas de doute, ils font bien la paire ces deux-là. 21h56. Pierre me demande de combler le vide dans mon CR. Là, j'ai écrit la lettre F sur 10 lignes.
21h57. Vianney et Lucas enflamment la foule alors que la maladie de Camille s'empare peu à peu de moi. Le thème du jour, le sida. Coup de théâtre, le producteur de Sébastien Patoche se trouvait dans la salle. Ils repartiront de cette tournée avec un contrat à plusieurs milliers d'euros, 3 albums à produire et passeront à la Cigale le 21 mai prochain. 22h03. Arthur nous parle d'humour sans esquisser un seul sourire. Je passe mon ordinateur à Caro et les prochaines lignes que je lirai sont donc les siennes. Je comprends pas tout. Tout le monde applaudit, on est ravis. Les spectacles ont l'air très intéressants. On apprend grâce à Louis que Margot ira voir Haroun dimanche, mais on s'en fout avec 5 U. 22h08. Chronique d'Inès sur le Nouvel An chinois. Je comprends toujours rien. Ça a l'air cependant super intéressant, même Inès Téressant TMTC. Et là, franchement, c'est le highlight de ce qu'elle a écrit. On apprend plein de choses, mais là, on part sur l'astrologie chinoise. On passe de l'année du cochon à celle du radio-métal. Du radio-métal, Caro. LOL, je comprends toujours rien. Point. Et hop, 22h10, on reparle de chinois comme s'ils nous faisaient pas déjà assez chier avec leur virus. Mes couilles. On part sur la chronique de Marie et Margot. Swag, elle se marre, mais c'est pas drôle. 22h12. Moi, Morgane, reprends l'ordi à Caro qui, pour une raison mystérieuse, a une canette de bière collée sur le front. Je lis ce qu'elle a écrit et me rends compte que je ne lirai que 50% de ce qu'elle a écrit afin de la préserver. La chronique très instructive d'Inès m'a rappelé que j'avais un exposé à faire pour mon cours de chinois. Celle de Marie et Margot, un post Instagram que j'avais vu plus tôt. Comment reconnaître les signes astro en quelques mots. Comme ça me concerne, je lirai les phrases types du signe vierge. You. C'est pas la bonne manière de faire ça. Non, je ne réfléchis pas trop, je suis juste en train d'envisager absolument tous les scénarios possibles dans cette situation. Voici comment j'aurais fait. Pour être honnête, je m'attendais à mieux. Je me reconnais dans chacune de ces phrases et vous l'aurez compris, je suis une horrible personne, mais je vous rassure, comme vous, je me déteste. 22h17, jeu d'Alexandre. Cergy, Grenoble, les deux ou aucun des deux? Lucas n'a rien compris au jeu puisqu'à la question « Le lieu de naissance de Michel Fugain », il répond « Agen ». C'est bon enfant, c'est marrant, un véritable moment de partage, quel plaisir. 22h21, Carlo et Swan prennent le micro. Carlo nous confirme qu'il a du mal à prononcer plus d'une syllabe par seconde, mais cela lui confère un ton posé très agréable à écouter. J'ai envie qu'il me raconte des histoires, par exemple le petit poussé. Bon, 22h38. Tout le monde parle encore de caca et j'apprends que Micro-ondes a un ingé son, ce qui est assez impressionnant en tant que membre d'une association de radio qui ne possède que 2 micros et une table. 23h22, le live s'achève et pour la première fois de la tournée, je n'ai pas parlé de pleurs dans mon débrief. Que tout le monde se rassure, j'ai bien pleuré aujourd'hui sur ma trottinette Lime empruntée pour faire 2,1 km jusqu'à Bellecour à Lyon, car j'avais le vent dans les yeux, il pleuvait et j'ai glissé sur les rails du tramway. En tout cas, je suis contente d'être avec vous ce soir et j'ai passé un très agréable live. Merci pour l'accueil, merci pour le live et merci pour la teuf à venir. Il suffit. Un mot de la fin, Naël. Un mot de la fin. Alors, d'abord, gros big up à l'ingé son qui va devoir mettre un peu d'ordre dans ce désordre orchestré. Et merci à tous d'être venus. C'était pas simple de faire passer un maximum de monde devant le micro et de faire tenir un maximum de monde dans cette pièce. Et merci d'avoir été silencieux pendant l'enregistrement. Merci d'avoir rigolé. Merci d'être vous. Et merci d'être... Merci Naël. Et je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent ce soir, on a 19 rêveurs à faire dormir. Donc, que 19, on a que 19, donc ne vous battez pas trop s'il vous plaît pour nous donner vos lits. Merci énormément pour ce live, pour tous ceux qui ont écrit, à Marie, Romain et Louis qui ont un peu chapeauté le tout de notre côté. Je sais pas qui de votre côté, mais c'était très bien aussi. Bravo à Louis et à eux. Et merci, c'est avec vous qu'on conclut cette tournée. Ce troisième live, je suis assez ému parce que c'est la fin de mon mandat qui approche, je sens. C'était le dernier gros truc que j'ai réussi à accomplir, peut-être le seul. Donc merci à tous les pays qui se sont chauffés pour tout ce qu'ils ont accompli. Merci à tous les 2A qui sont venus hors bureau. Par exemple Morgane qui en première année n'a jamais prononcé un seul mot dans le micro
Et genre maintenant, c'est devenu son truc. Merci à Thibaut d'être toujours aussi nul. Et merci à tout le monde. Et demain, c'est 7 heures de caisse pour rentrer à Paris. Je veux juste lâcher un gros big up au collège Jean Rostand à Biarritz. On rend l'antenne, merci auditeurs de Micro-ondes, merci auditeurs de Rêve FM, à vous les studios.